Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Parlons Cash, le premier de cette année 2015 qui va vous accompagner pour vous aider à mieux piloter votre épargne et vos économies en général. On commence tout de suite par la première rubrique de cette émission. Elle concerne les marchés financiers et les opportunités qui en découlent. J'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Lévy, bonjour. Bonjour. Bienprévoir.fr qui nous accompagne de ses conseils avec, on pourrait dire presque un coup de gueule que vous allez pousser pour cette première partie et cette première émission de l'année. Jonathan, il faut tordre le bras des taux du livret A, c'est ce que vous allez nous démontrer. On va essayer de comprendre le cheminement de votre raisonnement avec tout d'abord un graphique que vous nous avez apporté qui concerne les encours de crédit aux entreprises. On le découvre, on voit qu'en effet, ce chiffre, cette courbe a fortement baissé. Oui, donc ce graphisme montre l'évolution des encours de crédit en France. C'est l'ensemble des banques françaises qui contribuent au crédit, spécialement au crédit aux entreprises. On voit que l'encours des crédits aux entreprises augmente toujours, on est au-dessus de 0%, mais ce taux de croissance diminue fortement. Avant la crise des subprimes, on augmentait entre 6 et 12% par an. Maintenant, on est plutôt sur un rythme de 2% à peine. Même s'il a un peu augmenté en 2014, ça reste beaucoup trop faible pour que la croissance soit plus vigoureuse. Et ce qui est le problème de ce pays, on le répète, et de notre économie, une croissance anémiée et du coup, voilà, des conséquences graves, comme le taux de chômage qui ne cesse de monter. Alors pourquoi ces encours ralentissent en fait, même s'ils restent en territoire positif? C'est le deuxième graphique que vous nous avez apporté, et bien, il est lié au taux de crédit. Oui, on voit en fait que les crédits ne sont pas intéressants actuellement, que ce soit les crédits à l'habitat, les crédits aux entreprises. Le taux des crédits est beaucoup trop cher. Alors, il est beaucoup trop cher. Il faut nous expliquer ce graphique. Alors, pourquoi? Alors, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est l'évolution des taux de marché. L'OAT, c'est l'obligation assimilable du Trésor. Donc, c'est le taux auquel la France emprunte. L'État français. L'État français emprunte actuellement à 0,35% sur 7 ans. Les entreprises, elles empruntent, elles, en moyenne à 2,40%. On voit que la BCE, on en a beaucoup parlé l'année dernière, la BCE a tout fait pour écraser les taux d'intérêt, pour que les taux soient le plus bas possible. Ça, on le voit sur la courbe de l'OAT. Il y a un écart qui se creuse en fait entre l'OAT, le prix auquel emprunte l'État, et le prix auquel empruntent les entreprises, qui finalement, malgré l'intervention de la BCE, qui fait baisser les emprunts souverains, ne fait pas baisser les emprunts pour les entreprises, les coûts de crédit pour les entreprises. Exactement. Les entreprises ne profitent pas de la baisse des taux de marché générés par l'action ou les actions de la BCE. C'est tout le problème. La politique de la BCE ne marche pas en fait. Alors souvent on accuse les banques, on dit c'est la faute des banques qui finalement ne jouent pas le jeu, ne répercutent pas cette baisse des taux aux entreprises. Non, je ne crois pas. Si la courroie de transmission est cassée entre la BCE et l'économie réelle, ce n'est pas de la faute des banques. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans les résultats que publient les banques, leur marge est sous pression. Leur chiffre d'affaires, si l'on veut, augmente péniblement, très faiblement en fait, trop faiblement. Le problème ne vient pas de là en fait. Ce n'est pas comme sur l'essence, on voit que le prix à la pompe baisse faiblement, pas assez vite par rapport au prix du baril. Et on se dit que les distributeurs reconstituent leur marge. Ce n'est pas le cas pour les banques. C'est pas ce qu'elles. Alors expliquez-nous pourquoi ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'en fait, les banques, elles, ne se refinancent pas de cette manière-là. Elles ont reconstitué des liquidités suite à la crise de subprime notamment. Et donc, principalement, elles se refinancent auprès de l'épargne des Français. Donc, les Français épargnent sous forme de livret A, sous forme de livret à taux banalisé, de plan épargne logement, de compte à terme. Et donc avec cet argent, suffisamment d'argent dans les caisses, elles ont pour beaucoup d'argent dans les caisses. Taper à la porte de la BCE et demander de l'argent frais, parce qu'elles l'ont dans les caisses. Exactement. Le problème, c'est que l'argent qu'elles ont des Français, elles doivent le rémunérer. Elles le rémunèrent en fait. Et majoritairement, en fait, c'est de l'épargne réglementée
qu'il y a dans leur caisse. Le fameux livret. Le livret A notamment, le taux du PEL. Le PEL, il est à 2,5%. Vous voyez, 2,5% par rapport au taux de 0,35 dont je parlais, c'est une aberration. Et ça, c'est un taux politique. En fait, ce n'est pas un taux économique, ce n'est pas un taux de marché, c'est un taux politique qui était censé être régulé par des équations qui suivent plus ou moins l'inflation. Et les politiques, à chaque fois, trouvent des bonnes excuses, parce que c'est leur électorat, pour ne pas suivre ce cours du marché. Tout à fait. Je pense que le problème vient vraiment de là. La formule qui avait été mise en place n'est pas suivie, pas assez en fait. Et je pense même que cette formule n'est pas économique elle-même. Il y a une référence à l'inflation, mais on dit qu'on rémunère plus que l'inflation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est contraire à l'action de la BCE qui veut au contraire pénaliser l'épargne pour profiter plus à l'investissement. En fait. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, si les politiques laissaient un peu plus de marge de manœuvre aux banques pour faire un taux de rémunération de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire vous, nous, plus bas, elles auraient plus de marge de manœuvre et pourraient davantage baisser les taux pour les entreprises et donc relancer l'économie. C'est bien ça, ouais. C'est bien ça qui ne marche pas en France, hein. C'est que l'épargne est trop chère et déconnectée de la réalité économique, de la réalité de marché. La politique que mène la BCE, en fait, n'a aucun impact. Demain, le 22 janvier, Draghi va peut-être annoncer un quantitative easing. Je vous annonce, l'impact sur la croissance française, zéro. Si Parce le que gouvernement ce courroie de français transmission est cassé, en fait. Si le gouvernement français ne répercute pas cette baisse des taux sur le livret A, notamment le PEL et tous les produits réglementés, il n'y aura pas d'impact sur la croissance en France. C'est l'inverse de ce qu'on veut produire. La France mène une politique sur ce sujet-là, une politique restrictive, une politique récessionniste, alors qu'il faudrait mener une politique expansionniste sur le plan monétaire. C'est très intéressant comme éclairage. Jonathan, une dernière question. En tant qu'épargnant, c'est donc intéressant comme placement de livret A? Non, parce que c'est hors marché. Il est hors marché, effectivement, mais le taux baissera malgré tout. Est-ce qu'il baissera suffisamment? Je ne sais pas, mais il baissera en dessous de 1% et il y a mieux à faire. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux placer ses liquidités, son argent qu'on veut disponible, le placer sur un fonds euro. On va voir dans la deuxième partie justement sur les fonds euros qu'on peut proposer qui restent intéressants malgré le contexte de taux bas. Bon ben voilà, vous ménagez ma transition. Merci Jonathan, on se retrouve le mois prochain et on va parler tout de suite des bons plans et astuces pour justement les placements. Merci. On accueille Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent, le patron de bienprévoir.fr. Vous êtes avec nous aussi pour nous parler d'un sujet qui vous tient à cœur. On parle de bons plans et astuces, mais là on va parler d'un mauvais plan, en tout cas selon vous, l'eurocroissance. Voilà. C'est quoi cette nouvel animal, les fonds eurocroissance? Le fonds eurocroissance, aujourd'hui on en parle beaucoup avec un ensemble de campagnes, de publicités qui tournent sur l'ensemble des radios et des télévisions de France. À l'origine du fonds eurocroissance, il y a un rapport, le rapport Karine Berger, qui a été émis il y a presque 2 ans maintenant, qui est sorti il y a presque 2 ans, et qui faisait un constat qui est véridique, qui est vrai, qui est avéré. L'épargne française est trop exposée et trop investie sur des placements garantis en capital. L'épargne des Français doit mieux financer l'économie réelle et de ce fait, les Français doivent prendre plus de risques et aller vers les actions. Donc c'était plutôt une bonne idée, un bon constat. Après, voilà. L'usine à gaz qui en sort, comme souvent, n'est pas forcément la plus lisible et la plus simple. On aurait pu imaginer peut-être une défiscalisation plus grande des actions. 2 problèmes. Il y a un problème de construction du produit, de cahier des charges du produit. Et deuxièmement, il y a un problème de timing. Le timing est extrêmement mauvais. Alors, c'est quoi la construction du produit? La construction du produit. Donc, il s'agit d'un fonds euro-croissance, mais qui est un faux ami par rapport au fonds euro classique, parce que déjà, il ne garantit pas le capital à tout moment. La garantie du capital n'est assurée qu'au bout d'une période minimum de 8 ans. C'est le graphique que vous nous avez apporté qui illustre ça, qui compare les différentes familles finalement. Dans le cadre de fonds euros. Et on voit qu'en effet, c'est un point saillant, la garantie dans le cas du fonds eurocroissance n'est apportée que si on maintient sa participation jusqu'au bout. Au bout et au moins sur 8 ans, on a la possibilité de mettre un curseur à minimum 8 ans, mais on peut aller jusqu'à 40 ans selon les compagnies. Et donc si ça se passe mal en cours de route, on n'a pas de garantie. On n'a pas de garantie au capital. Alors que sur les fonds euro classiques, on peut sortir à tout moment, récupérer ces fonds à tout moment avec l'assurance de pouvoir récupérer
exactement le montant qu'on a investi plusieurs années auparavant. C'est la case liquidité. Exactement. La liquidité étant le fait que le placement est disponible, mais le fonds euro croissance est un placement liquide. Et d'ailleurs, dans certains cas, on sera liquide, mais on pourra sortir avec une performance négative. De ce fait, on retrouvera un capital inférieur à celui qu'on a investi. Mais pour revenir au mode de fonctionnement, qu'est-ce qu'on a dans le fonds euro croissance? Dans le fonds euro croissance, en fait, on a généralement 80% d'obligations d'État et un moteur de performance sur lequel tout repose, et ça repose trop sur ce moteur de performance actuellement, qui est la poche action. Et en fait, avec les 80% d'obligations, dans le contexte de taux où on a l'OAT à 10 ans à 0,7, on a vu que l'OAT à 7 ans est à 0,3%, en réalité, les compagnies vont utiliser cette poche obligataire pour garantir au bout des 8 ans le capital. Et donc finalement, quel est le moteur? Le moteur sur lequel va reposer le placement, c'est la poche action. Elles ne vont pas passer de 80 à 100 comme ça aurait pu être le cas en théorie avec des taux d'obligation d'État plus élevés. Elles risquent de faire 80 à 90 et les 10 qui manquent, on va aller les chercher dans le moteur de puissance. Et donc on aura une rémunération qui au final sera décevante ou qui risque de l'être. Exactement. Les études actuelles montrent qu'on va probablement aller vers un surplus de performance par rapport aux fonds euro classiques. Les fonds euro classiques vont délivrer, les performances sont en train de tomber. Là, pour 2014, on s'attend à une moyenne entre 2 et 2,5%. Les fonds euro croissance, on s'attend à une performance supplémentaire de 0,5 à 1%. Est-ce qu'on a des campagnes où c'est même beaucoup plus mirifique que ça? C'est ça l'alerte qu'on a aujourd'hui. 8%. Il y a des campagnes qui sont faites par des grandes institutions financières qui, en fait, ont reconstitué des performances sur les années passées, qui sont des moyennes et qui sont faites sur la base d'un contexte obligataire qui n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui, qui était sur un contexte où on avait des taux bien plus élevés. Pour rappel, il y a quelques temps, l'OAT française était à 2%, aujourd'hui elle est à 0,8%. Effectivement, étant donné qu'elles n'ont pas de track record, elles sont obligées d'aller regarder dans le passé et reconstituer des performances qui ne sont pas avérées. Donc c'est trompeur actuellement. C'est toujours le problème du passé, c'est un rétroviseur et parfois ça empêche de voir l'avenir. C'est vrai, mais quand vous regardez la performance d'un fonds euro, lorsqu'on dit que par exemple le fonds euro immobilier a délivré une performance en 2014 de 4,05%, là c'est avéré. Il y a derrière un modèle économique qui est assis, qui permet de le délivrer. Donc on a bien compris, le rapport Berger part d'une bonne intention, essayer de financer mieux les entreprises, mais pour l'épargnant, il y a un problème peut-être de construction et de timing, en tout cas de timing, parce qu'on aurait pu imaginer avec ce timing une autre construction ou le contraire. Qu'est-ce qu'on fait pour pallier ce problème? Quelles sont les alternatives possibles? L'alternative, donc c'est celle que j'ai un peu dévoilée et qu'on évoque souvent parce qu'on y croit fortement, c'est d'aller pour la partie qu'on souhaite garantir en capital sur les fonds euro immobiliers qui sont assis sur l'immobilier d'entreprise. Le fonds euro immobilier Sécurité per euro a annoncé sa performance la semaine dernière pour 2014. Il est à 4,05%. On voit que l'écart par rapport au fonds euro classique est absolument phénoménal. Avec un risque un peu plus grand. Ce n'est pas de l'alchimie, c'est un risque éventuellement plus grand, mais encore que là aussi garanti en capital à tout moment. Mais la performance de ce fonds, l'industrie qu'il y a derrière, c'est l'industrie immobilière d'entreprise qui délivre de la performance maintenant de façon sereine, même dans le contexte actuel. Et la société qui gère ce fonds a déjà des engagements sur les années prochaines qui permettent d'entrevoir que la performance va rester à ce niveau-là. Donc pour quelqu'un qui voudrait investir 100 en euro croissance, vous lui dites il ne faut pas faire ça, il faut prendre 80 en immobilier, en fonds immobiliers, en fonds euro immobilier, et reconstituer les 20% en quoi? Alors, c'est plutôt entre 70 et 75% en fonds euro immobilier, et le reste, l'investir sur ce qu'on appelle vulgairement ou techniquement, disons, des unités de compte ou d'autres placements. C'est-à-dire des placements plus risqués avec des actions. Qui vont délivrer ce moteur de performance, mais sans pour autant prendre un risque inconsidéré sur le capital, parce que ce sont des moteurs de performance qui sont beaucoup plus sereins, sur lesquels on peut avoir beaucoup plus de sérénité que sur le marché action, par exemple. Si on investit en partie sur des SCPI pour la partie unité de compte, là, on peut reconstituer le modèle du fonds euro croissance tout en ayant pour la partie à 70% une garantie en capital à tout moment, récupérer ses fonds et éventuellement remettre le reste sur la partie immobilière d'entreprise. Bon, on l'a compris, vous n'aimez pas trop les fonds euro croissance. Non, on pense qu'aujourd'hui, la performance ne sera pas au rendez-vous dans les années qui viennent. Très bonne idée, mauvais timing. Bon, on se revoit dans 8 ans et on en reparle, on ressortira l'émission. Ça marche. Merci Vincent. Au mois prochain, en attendant à plus court terme. Parfait.
Dernière partie, troisième partie de cette émission, ce premier Parlons Cash de l'année, en la présence de Jean-Luc Taureau. Bonjour Jean-Luc, ravi de vous accueillir. Vous faites partie aussi de la famille bienprévoir.fr, vous êtes responsable du Grand Est, tout à fait. Basé à Lyon. On est heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'astuces concernant l'assurance vie, avoir quelques éclairages parce que il y a des idées reçues qui circulent. On pense parfois être bien protégé ou que ce n'est pas pour soi et vous allez nous prouver le contraire. On commence avec un premier thème qui concerne la protection du conjoint survivant. En effet, c'est une des raisons principales pour laquelle on peut souscrire un contrat d'assurance vie, protéger un conjoint en cas de décès. Il y a une idée reçue, c'est que si c'est au nom de ma femme, elle sera bien protégée si je disparais, quoi qu'il arrive. Voilà, l'idée c'est que très souvent dans les stratégies qui ont été mises en place il y a quelque temps et je dirais qui ont été toujours maintenues depuis toujours, cette fameuse assurance vie qu'on a dit c'est quelque chose qui est exceptionnel pour protéger le conjoint, on s'aperçoit que depuis 2010, on a eu de nouveaux éléments et entre autres la réponse ministérielle Baquet qui a fait que alors qu'on se croyait bien protégé en tant que conjoint, alors réciproquement, monsieur, madame, madame, monsieur, oui, ça va dans tous les sens. Voilà, on s'aperçoit que la réponse ministérielle va changer la donne alors qu'on n'a pas changé du tout de structure patrimoniale. En quoi ça change la donne, cette réponse ministérielle? C'est-à-dire que c'était une question d'un député qui a attiré l'attention du ministère et qui a fait une réponse qui finalement perturbe les stratégies patrimoniales. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que, prenons le cadre tout d'abord initial, nous rencontrons dans 90% des cas, des couples mariés sans contrat de mariage, communauté légale réduite aux acquêts, dans lequel on a très souvent souscrit un contrat monsieur, avec bénéficiaire s'il arrive quelque chose, madame, un contrat madame, bénéficiaire, monsieur. La perversion de ça, c'est que les couples qui sont dans une communauté pensent en effet pouvoir séparer parce qu'on met une étiquette madame ou monsieur sur cette épargne et en fait le fisc ne voit pas ça comme ça lui. Alors voilà, ce qui se passe, c'est que ces contrats, s'ils ont été souscrits avec des deniers communs, donc de l'argent de la communauté, que va-t-il se passer précisément dans le cadre du décès d'un conjoint qui a son propre contrat, qui a donné bénéficiaire l'autre conjoint survivant? Là, on n'aura pas de souci, c'est-à-dire que la stratégie initiale va être préservée. Monsieur, par exemple, décède, madame va récupérer le capital complet hors droit de succession sans aucun droit ni frais. Parce qu'il y a son nom de bénéficiaire. Voilà, parce qu'il y a son nom bénéficiaire, parce que la loi et le code des assurances l'a prévu. Par contre, le contrat de madame qui existe toujours, ce contrat va se retrouver réintégré dans l'actif de communauté. Pourquoi? Parce qu'il a été souscrit avec des deniers communs. Et oui, et donc madame qui croyait être protégée, finalement va devoir... en tout cas, il y aura une partie de ce capital qui risque de lui échapper pour aller aux autres héritiers, le cas échéant. Alors, comment est-ce qu'on peut, parce que c'est ça qui intéresse ceux qui nous regardent, comment est-ce qu'on peut corriger le tir si c'est possible? Alors, on va avoir deux solutions. Une première solution qui va être l'utilisation du Code civil, tout simplement, en mettant en place un outil qui nous permet, cet outil va nous permettre de mettre en place ce qu'on appelle un terme un peu même très technique, la clause de préciput, qui va nous permettre, avant d'ouvrir la succession, de sortir de la communauté les contrats qui sont mis dans cette clause de préciput. Ce qui fait que, on reprend toujours le même exemple, monsieur décède, le contrat de madame, voilà, madame a toujours son contrat, on va le prélever, ce contrat, donc avant d'ouvrir la succession et même d'intégrer ces éléments dans la succession, ce qui fait que madame va complètement garder ce contrat. Cette solution va faire intervenir le notaire et il va falloir faire enregistrer, bien sûr, tous ces éléments chez le notaire. Alors, qu'on comprenne bien, j'ai souscrit un contrat sans me soucier des détails sur lesquels vous attirez mon attention. Je peux encore, il n'est pas trop tard pour créer cette clause, pour souscrire cette clause de préciput? Alors tout à fait. On peut faire rentrer dans cette clause de préciput tous les types de biens que l'on souhaite. Là, pour le cas présent, le contrat d'assurance vie. Attention, cette clause de préciput, on ne peut intégrer dans cette clause que des biens communs ou
issus, je dirais, dont l'origine sont des deniers communs. C'est-à-dire que si j'ai souscrit de mon côté avec de l'argent considéré comme non commun, par exemple un héritage qui m'est venu, voilà, c'est pas le sujet. Ça ne sera pas du tout le sujet. Pourquoi? Ça ne rentrera pas d'ailleurs dans la problématique des deniers communs. D'accord. Alors, on a bien compris, ça permet de rectifier le tir et d'éviter cette mauvaise surprise, mais c'est lourd, il faut passer devant le notaire. Voilà, il faut intégrer ces éléments. Il y a du civil à enregistrer. Donc, il y a une deuxième solution sur laquelle nous intervenons et nous auditons très souvent, c'est de créer un contrat en co-souscription. Alors, l'idée, c'est de reprendre la volonté de monsieur et madame de se protéger mutuellement avec des deniers qui étaient communs. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On va créer un contrat en co-souscription. Monsieur et madame souscrivent sur le même contrat. Et au décès de l'un d'eux, le conjoint survivant, et on ne saura pas précisément l'ordre, donc on est bien protégé aussi bien si monsieur décède en premier que madame, l'ensemble de cette somme reviendra au conjoint survivant. Donc ça, pour reprendre mon exemple, si j'ai déjà souscrit un contrat traditionnel en pensant être protégé, il faut que je le dénoue pour revenir à un contrat de co-souscription. Alors, si on veut mettre cette stratégie en place, on va en effet restructurer une partie du patrimoine, mais on pourra tout à fait bien sûr garder les contrats qui existent. Pourquoi? Si au décès, on récupère du capital, si j'ai gardé mes anciens contrats ouverts, même à minima, je pourrais reverser les sommes dessus ce contrat d'assurance vie qui bénéficiera d'une antériorité fiscale intéressante et avantageuse. Voilà de l'ingénierie patrimoniale et fiscale qu'il faut avoir en tête en cas de souscription d'assurance vie dans une perspective de protéger son conjoint. Alors là, on va s'intéresser à un deuxième thème. Vous nous avez apporté une autre astuce qui concerne l'assurance vie après 70 ans. C'est vrai que souvent, l'assurance vie après 70 ans est moins sur le radar des Français parce que il y a un a priori qui concerne les avantages liés à ces souscriptions. Alors, oui, très souvent, on entend dire l'assurance vie au niveau successoral n'est plus intéressante après 70 ans. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus qu'un seul abattement de 30 500 €. Alors, pour rappel, l'assurance vie, même après 70 ans, reste très intéressante de par la liquidité. On peut racheter quand on veut. On a une fiscalité très légère. Et surtout, c'est que quand un homme a 70 ans, il a une espérance de vie de 20 ans. Et pour une femme, c'est de 23 ans. Donc, on a très souvent l'idée que quand je vais faire une assurance vie, et là je vais donner un exemple très concret, ce qui sera le plus simple, imaginons, je verse après mes 70 ans sur un nouveau contrat 100 000 €. Sur ce contrat, on va regarder au bout de 20 ans, avec un taux de rendement moyen, on va dire de 3,5% si on est sur des bons fonds euros et des bons contrats, sur 20 ans, j'arrive à doubler le capital. Que se passe-t-il si il y a décès après ces 20 années au niveau successoral? Alors, l'abattement des 30 500 € va se faire sur les primes versées et non sur la valeur du contrat. C'est ça le distinguo qu'il faut faire. Il y a les primes versées et la valeur finale du contrat. L'exemple, Donc on a versé 100 000 €. On a versé 100 000 €. Je déduis mes 30 500 €. Donc il va me rester 69 500 € qui vont être réintégrés dans l'actif successoral, taxé normalement au droit de succession pour les réservataires. Ce que vous dites, c'est qu'on a gagné de l'argent qui, lui, va échapper à ça. J'ai par contre toute la plus-value, et dans l'exemple qu'on a pris, on double le capital pour ainsi dire en 20 ans, les 100 000 € vont être distribués aux bénéficiaires sans aucun droit, sans aucun frais, hormis la taxation CSG RDS. Donc, en effet, même après 70 ans, ce que vous nous dites, étant donné que l'espérance de vie se prolonge pour les hommes comme pour les femmes, ça peut rester un placement judicieux parce que les 30 500 ne concernent que les primes versées et pas justement les petits qui auront été faits par ce capital. On n'a pas du tout... C'est vrai que l'amalgame est souvent fait. On se dit c'est la valeur du contrat moins les 30 500. Ça, c'est la mécanique qui se passe avant 70 ans, sur les versements d'avant 70 ans, les 152 500 €, c'est sur la valeur de rachat du contrat. Après 70 ans, les 30 500 € d'abattement, c'est sur les primes versées. Et bien voilà, donc on a appris deux mots, enfin en tout cas, on vous a attiré notre attention sur deux mots, les primes versées et les préciputes, les clauses de préciputes qui sont importantes également. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci. Vous revenez nous voir quand vous voulez. Merci. À bientôt. Au revoir.